Dans les brumes glaciales d'un monde dévasté, le pensionnat Sainte-Agnès se dresse comme une forteresse oubliée du temps. Les enfants survivants ne se souviennent plus du jour où le ciel s'est embrasé, ni de celui où leurs parents ont cessé de venir les chercher. Seuls les murs de pierre témoignent encore de cette époque révolue, couverts de lierre noire qui semble pulser d'une vie malsaine. Lucas, 16 ans, arrive dans ce lieu maudit par une nuit d'orage où les éclairs déchirent l'obscurité comme des griffes divines. Madame Corvina, la directrice aux yeux sans pupille, l'accueille avec un sourire qui glace le sang dans ses veines. Les autres pensionnaires le regardent avec une curiosité inquiétante, leur visage pâle flottant dans la pénombre des couloirs. Emma, 13 ans, s'approche de lui en premier, ses cheveux roux encadrant un visage marqué par une terreur indicible. Elle lui chuchote à l'oreille que les règles du pensionnat sont simples mais vitales pour la survie de tous. Première règle, ne jamais sortir de sa chambre après le couvre-feu de minuit, car les couloirs appartiennent alors à autre chose. Deuxième règle, ne jamais poser de questions sur les enfants disparus, car cela attire leur attention sur vous. Troisième règle, toujours porter le médaillon de protection que Madame Corvina distribue à chaque nouveau pensionnaire. Lucas examine l'étrange bijou au symbole gravé qui lui brûle la peau au simple contact. La première nuit, il entend des gémissements sourds qui semblent provenir des murs eux-mêmes. Les pleurs d'enfants résonnent dans les couloirs déserts, portés par un vent qui ne devrait pas exister à l'intérieur. Au matin, il remarque qu'un lit de son dortoir est vide, les draps parfaitement tirés comme si personne n'y avait jamais dormi. Thomas, son voisin de lit, ne semble pas remarquer l'absence de leur camarade de chambre. Quand Lucas mentionne le garçon aux cheveux blonds qui dormait près de la fenêtre, Thomas le regarde avec incompréhension. Il n'y a jamais eu de garçon aux cheveux blonds dans leur dortoir, affirme-t-il avec une conviction troublante. Les autres enfants confirment cette version, leur regard vide ne trahissant aucun mensonge conscient. Lucas commence à douter de sa propre sanité mentale, mais ses souvenirs de la veille restent cristallins. Il se souvient parfaitement du prénom du disparu, de sa voix tremblante qui murmurait des prières avant de s'endormir. La deuxième nuit, il décide de rester éveillé pour observer ce qui se passe après minuit sonné. Un froid glacial envahit soudain le dortoir, faisant apparaître la buée de son souffle dans l'air. Les ombres sur les murs commencent à bouger indépendamment de leur source de lumière. Une silhouette vaporeuse glisse entre les lits, s'arrêtant devant celui d'un garçon endormi. Lucas veut crier mais sa voix reste bloquée dans sa gorge, paralysée par une terreur primordiale. La créature pose sa main translucide sur le front de l'enfant qui disparaît instantanément. Le lit redevient vide, les draps se lissent d'eux-mêmes, effaçant toute trace de présence humaine. Au matin, personne ne se souvient de Julien, le petit garçon aux joues rondes qui collectionnait les cailloux colorés. Lucas fouille désespérément les affaires personnelles des enfants, cherchant une preuve tangible de leur existence passée. Il trouve dans un tiroir une photo de groupe prise quelques semaines plus tôt lors d'une sortie dans les jardins. Sur le cliché, il compte 23 enfants, mais seulement 21 visages sont maintenant présents dans le pensionnat. 2 silhouettes floues apparaissent sur la photo, comme si l'objectif n'avait pas réussi à les capturer correctement. Il montre la photographie à Emma, qui fronce les sourcils devant ces formes indistinctes. Elle ne se souvient pas de ces 2 enfants supplémentaires, mais quelque chose dans son regard troublé trahit un malaise profond. Lucas comprend qu'il est le seul à conserver la mémoire des disparus, protégé par son statut de nouveau venu. Il commence à tenir un journal secret, notant méticuleusement les noms et les descriptions de chaque enfant. Mathis, 12 ans, qui adorait dessiner des créatures fantastiques dans ses cahiers d'écolier. Sophie, 14 ans, qui chantait des berceuses mélancoliques pour endormir les plus petits lors des nuits d'orage. Chaque disparition suit le même rituel macabre, la créature choisissant sa victime dans le sommeil le plus profond. Lucas remarque que les médaillons de protection semblent en réalité attirer les entités plutôt que les repousser. Il observe Madame Corvina lors des repas silencieux, notant ses gestes mécaniques et son regard absent. Elle semble compter les enfants présents, hochant la tête avec satisfaction quand le nombre diminue. Les professeurs fantômes continuent à donner leurs cours à des classes de plus en plus vides. Monsieur Dubois explique les mathématiques à des chaises vides, écrivant des équations sur un tableau que personne ne regarde. Madame Leroux récite des poèmes morbides dans une salle où résonnent seulement les échos de sa propre voix. Lucas réalise que les adultes du pensionnat sont également prisonniers de cette réalité déformée. Ils continuent à exercer leurs fonctions, programmées pour maintenir l'illusion d'une vie normale. La bibliothèque du pensionnat recèle des ouvrages interdits aux couvertures de cuir noircies par le temps. Lucas y découvre des textes anciens parlant de rituels d'effacement et de dévoreurs de mémoire. Ces créatures se nourrissent de l'essence même de leurs victimes, les retirant complètement de la réalité. Seul un témoin non contaminé peut conserver le souvenir de leur existence passée. Le pensionnat sert d'élevage humain pour ces entités interdimensionnelles qui se repaissent de l'innocence. Madame Corvina n'est qu'une marionnette contrôlée par des forces dépassant l'entendement humain. Les vrais maîtres du lieu résident dans les sous-sols, dans des caves oubliées où la réalité elle-même se déforme. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos terrifiantes histoires,
car votre soutien donne une force immense à notre chaîne et nous permet de continuer à explorer les territoires interdits de l'imaginaire, et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à nos jeux concours exclusifs qui vous feront gagner des prix exceptionnels liés à l'univers de l'horreur. Lucas descend dans les profondeurs maudites du pensionnat, guidé par les gémissements qui semblent l'appeler. Les marches de pierre suintent d'une humidité qui n'a rien de naturel, laissant des traces phosphorescentes sous ses pas. Des racines noires percent les murs, formant des motifs géométriques qui blessent les yeux à les regarder. Dans la première cave, il découvre des cercueils d'enfants alignés en rang parfait. Chaque cercueil ouvert contient les affaires personnelles d'un disparu, mais pas de corps. Les jouets, les vêtements et les dessins flottent dans un liquide opalescent qui pulse comme un cœur vivant. Une voix d'outre-tombe résonne soudain dans l'obscurité, récitant les noms des enfants oubliés. Mathis, Sophie, Julien, Pierre, Camille, Antoine, leurs noms résonnent comme une litanie funèbre. Lucas comprend que leurs âmes prisonnières tentent de communiquer avec lui depuis leur prison dimensionnelle. Il trouve dans un coin de la cave un autel de pierre gravé de symboles qui bouge sous son regard. Des bougies noires brûlent d'une flamme froide, projetant des ombres qui dansent contre nature. Au centre de l'autel repose un livre relié en peau humaine, ses pages écrites avec un encre qui ressemble à du sang. Le grimoire maudit contient les incantations nécessaires pour ouvrir les portails INTERDIMENSIONNELS. Madame Corvina apparaît soudain derrière lui, ses yeux maintenant entièrement noirs luisant dans la pénombre. Elle lui explique d'une voix déformée que le pensionnat existe depuis des siècles, servant de passerelle entre les mondes. Les enfants ne sont pas simplement tués, ils sont transplantés dans une dimension où ils servent d'énergie vitale. Leurs souvenirs et personnalités nourrissent des créatures qui existent au-delà de la compréhension humaine. Lucas est le dernier témoin, celui qui doit observer jusqu'au bout pour que le rituel soit complet. Sa mémoire intacte servira de lien final pour aspirer tous les enfants restants d'un seul coup. Il tente de fuir mais les couloirs se transforment en labyrinthe sans fin, les murs se refermant sur lui. Les portraits accrochés au mur montrent maintenant les visages des enfants disparus, leurs yeux le suppliant silencieusement. Emma apparaît au détour d'un couloir, mais son reflet dans les miroirs révèle sa véritable nature spectrale. Elle aussi a été partiellement effacée, ne conservant qu'une apparence de vie pour servir d'appât. Tous les pensionnaires restants sont des échos MOURRANTS de leur ancienne existence, des coquilles vides animées par la volonté des entités. Lucas réalise qu'il est seul vivant dans ce pensionnat peuplé de fantômes qui s'ignorent. La réalité elle-même commence à se déliter autour de lui, les couleurs s'estompant vers des nuances de gris. Il trouve refuge dans sa chambre, barricadant la porte avec tous les meubles disponibles. Mais les murs commencent à saigner, laissant couler un liquide noir qui forme des messages d'avertissement. « Tu ne peux pas nous échapper » écrit le sang surnaturel en lettres gothiques sur le plafond. Les voix des disparus murmurent maintenant constamment à ses oreilles, réclamant qu'il les rejoigne. Il sort son journal secret pour relire les noms de tous ceux qui ont été effacés de l'existence. Chaque nom écrit de sa main pulse et brille maintenant, comme si les lettres étaient vivantes. La température chute brutalement, transformant son souffle en nuage de vapeur glacée. Les créatures d'ombre commencent à filtrer sous la porte, rampant vers lui avec des mouvements de serpent. Il récite les noms des disparus à voix haute, espérant que leur mémoire suffira à les maintenir ancrés dans la réalité. Mais chaque nom prononcé fait trembler les fondations du pensionnat, comme si la structure elle-même rejetait cette vérité. Les livres de sa bibliothèque s'ouvrent tous seuls, leurs pages se tournant sous l'effet d'un vent invisible. Sur chaque page apparaissent maintenant des photos d'enfants morts, leurs yeux vides fixant Lucas avec reproche. Il comprend que le pensionnat n'est qu'une façade dimensionnelle, une intersection entre le monde des vivants et celui des oubliés. Les vrais maîtres se révèlent enfin, des entités tentaculaires qui défient toute description rationnelle. Elles émergent des murs et du plafond, leur forme changeant constamment entre cauchemar et réalité. Leurs tentacules translucides s'enroulent autour de Lucas, le soulevant vers leur gueule béante. Il sent sa propre mémoire commencer à s'effilocher, ses souvenirs d'avant le pensionnat devenant flous. Son nom même menace de s'échapper de son esprit, comme si son identité se dissolvait dans le néant. Dans un dernier sursaut de lucidité, il grave son propre nom dans la chair de son bras avec un éclat de verre. La douleur physique le maintient ancré dans la réalité, l'empêchant de sombrer complètement dans l'oubli. Il récite son histoire personnelle comme une prière, se raccrochant à chaque détail de sa vie passée. Les entités hésitent, troublées par cette résistance inattendue face à leur pouvoir d'effacement. Lucas comprend que sa mémoire parfaite des disparus le rend trop précieux pour être simplement consommé. Il est devenu un réceptacle vivant de toutes les existences effacées, un gardien involontaire de leurs âmes. Les créatures tentent une approche différente, lui offrant des visions de sa famille retrouvée s'il accepte de coopérer. Il voit ses parents bien-aimés lui tendant les bras, promettant de le ramener à la maison. Mais leur visage se décompose rapidement, révélant les traits hideux des dévoreurs de mémoire. Cette tentative de manipulation ne fait que renforcer sa détermination à préserver les souvenirs des enfants perdus.
Il commence à réciter l'histoire complète de chaque disparu, leurs rêves, leurs peurs, leurs espoirs. Matisse qui voulait devenir artiste peintre et couvrir le monde de couleurs joyeuses. Sophie qui rêvait de devenir institutrice pour protéger d'autres enfants de la solitude. Julien qui collectionnait les cailloux colorés en espérant un jour construire un château arc-en-ciel. Chaque histoire racontée fait reculer les entités, comme si la vérité était leur seule faiblesse. Les murs du pensionnat commencent à se fissurer, laissant filtrer une lumière dorée qui n'appartient pas à ce monde. Lucas réalise que sa mission véritable n'est pas de s'échapper, mais de libérer toutes les âmes prisonnières. Il doit devenir le pont vivant entre les dimensions, permettant aux disparus de retrouver le chemin de la paix. Les souvenirs préservés dans sa mémoire deviennent des clés ouvrant les prisons dimensionnelles. Une à une, les âmes des enfants commencent à apparaître autour de lui, retrouvant progressivement leur forme humaine. Il le remercie d'une voix unifiée, leur silhouette devenant de plus en plus lumineuse. Madame Corvina hurle de rage, son masque humain se désintégrant pour révéler le vide absolu dessous. Elle n'était qu'une marionnette creuse, animée par la volonté collective des dévoreurs de mémoire. Les professeurs fantômes cessent leurs activités mécaniques, leurs chaînes invisibles se brisant enfin. Monsieur Dubois et Madame Leroux retrouvent leur conscience propre, horrifiés par ce qu'ils ont involontairement accompli. Le pensionnat tout entier commence à s'effondrer sur lui-même, ses fondations dimensionnelles devenant instables. Lucas guide les derniers enfants vivants vers la sortie, même s'ils ne comprennent pas encore la réalité de leur situation. Emma, Thomas et les autres suivent ces instructions urgentes, fuyant les couloirs qui se désintègrent. Derrière eux, les entités tentaculaires poussent des cris de frustration qui font trembler l'air lui-même. Elles perdent leur source d'énergie vitale, leur forme devenant de plus en plus instable. Lucas sent son propre corps commencer à se déliter doucement, le prix à payer pour avoir servi de catalyseur. Il a donné sa propre force vitale pour briser les chaînes dimensionnelles retenant les âmes prisonnières. Mais il ne regrette rien, car les visages souriants des enfants libérés illuminent ces derniers instants. Les murs s'écroulent autour d'eux tandis qu'ils atteignent enfin la porte d'entrée du pensionnat maudit. À l'extérieur, le monde réel les attend, baignés de la lumière chaude d'un soleil qu'ils avaient oublié. Les autres enfants clignent des yeux, leurs souvenirs véritables remontant progressivement à la surface. Ils se rappellent maintenant leur vraie famille, leur vraie vie avant d'être attirés dans ce piège dimensional. Emma serre la main de Lucas, sentant que quelque chose en lui s'éteint lentement. Il lui confie son journal secret, lui demandant de témoigner de l'existence de tous les disparus. Leurs noms et histoires doivent être préservés pour que leur sacrifice ne soit pas vain. Lucas s'effondre doucement sur l'herbe verte, un sourire paisible illuminant son visage fatigué. Autour de lui, les silhouettes lumineuses des enfants sauvés dansent une dernière fois avant de s'élever vers le ciel. Ils ont trouvé la paix éternelle grâce à son sacrifice héroïque, leurs âmes enfin libérées du cauchemar. Le pensionnat Sainte-Agnès s'effondre complètement, ne laissant qu'un cratère fumant dans la terre. Les racines noires qui l'alimentaient se rétractent sous terre, privées de leur source de pouvoir. Emma et les autres survivants sont secourus par les autorités, leur famille accourant pour les retrouver. Mais Emma conserve précieusement le journal de Lucas, témoignage unique de cette tragédie interdimensionnelle. Elle devient la gardienne de la mémoire, s'assurant que l'histoire des orphelins du néant ne soit jamais oubliée. Chaque année, le jour anniversaire de leur libération, elle se rend sur les lieux pour fleurir la tombe invisible de Lucas. Car même si son corps a disparu, son âme héroïque continue de veiller sur les enfants du monde entier. Les entités tentaculaires ont été bannies vers leur dimension d'origine, leur portail définitivement scellé. Mais Emma sait que d'autres lieux maudits existent encore, d'autres enfants attendent peut-être d'être sauvés. Elle consacre sa vie adulte à rechercher ces anomalies, armée des connaissances contenues dans le journal. Car l'horreur ne disparaît jamais complètement, elle ne fait que changer de visage et attendre son heure. Quelque part dans l'ombre, de nouveaux prédateurs dimensionnels tissent leur toile mortelle. Mais ils devront compter avec la vigilance éternelle de ceux qui ont survécu à l'impensable. L'histoire des orphelins du néant continue de résonner comme un avertissement à travers les siècles. Car la mémoire est la seule arme véritable contre les forces qui veulent nous effacer de l'existence même. Et tant qu'il y aura des témoins pour se souvenir, l'espoir demeurera vivant dans les ténèbres les plus profondes. Les enfants disparus ne sont pas morts en vain, ils ont montré le chemin vers la libération finale. Leur sacrifice illumine encore aujourd'hui ceux qui luttent contre l'oubli, gardiens silencieux de la vérité interdite. Dans le silence de la nuit, leur voix résonne encore, murmurant aux oreilles de ceux qui savent écouter. Elles répètent inlassablement le même message d'espoir, la même promesse de résistance face à l'impossible. Car même dans les ténèbres les plus absolues, la lumière de la mémoire humaine ne peut jamais être complètement éteinte. Et c'est cette lumière qui continuera de guider les futurs héros vers la victoire contre les dévoreurs d'âmes. L'histoire se termine, mais elle recommence déjà ailleurs, avec de nouveaux visages et de nouveaux courages. Car la lutte entre la mémoire et l'oubli est éternelle, et elle n'aura de cesse que lorsque le dernier témoin aura parlé. Jusqu'à ce jour, les orphelins du néant continueront de hanter nos cauchemars et d'inspirer nos rêves les plus héroïques.